Donc l'idée de cette présentation, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on va faire cette semaine. Alors comme j'ai deux cours, je vais mixer un petit peu les deux. Je vais surtout vous parler de la partie GPU parce que c'est plus rigolo. Mais bon, l'idée c'est de vous présenter globalement ce qu'on va faire. Donc je vous ai déjà présenté. Donc on va beaucoup parler de réaction de Gray-Scott. Donc c'est le même calcul que je vous ai présenté ce matin. C'est un truc relativement simple à comprendre, mais une grosse galère pour le compilateur à optimiser. Alors l'idée, c'est d'en avoir pour tous les niveaux. Donc on part vraiment introduction, produit d'Adamar jusqu'à ça. Donc avec tout ce qu'il faut pour utiliser les bibliothèques C++17, C++20 et il y aura aussi un peu de C++23. Tout ce qu'on peut faire avec ça en termes de vectorisation, de calcul et d'optimisation. Donc l'idée, c'est de calculer de base 34 000 images Full HD. Donc en float, c'est des niveaux de gris mais qu'on passe en couleur pour que ça soit plus joli à voir. On en garde 1000 qu'on stocke en HDF5, donc ça fait à peu près 8 gigas de mémoire. Donc le x34, on a 34 images de plus entre chaque image qu'on calcule, c'est juste pour que la réaction, on la voit un peu plus rapide parce qu'elle est extrêmement lente de base. Et donc là, vous avez déjà deux cours, donc un C++20, enfin 17 et 20, et un C++ 17-20, et il y a un peu de 23 dans les deux aussi, mais un tout petit peu, et vous allez voir demain pourquoi il y en a qu'un tout petit peu. Donc en termes de performance, alors qui sont les performances que j'avais sur mon ancien ordi, parce que j'ai changé d'ordi récemment, parce qu'il était un peu vieux. Donc l'idée c'est qu'on part d'une implémentation donc, qui dure 2h43 sur un CPU et un thread, alors quand même optimisé enfin compilé en O3 parce que j'ai pas la patience de faire ça en O0, mais bon voilà c'est lent. Et l'idée c'est de montrer comment est-ce qu'on arrive à tout optimiser vraiment aux petits oignons comme il faut pour descendre à 6 minutes sur 8 threads, donc avec vraiment des méthodes de calcul par bloc ou des choses comme ça. Donc l'idée là derrière, c'est pas forcément de vous dire écrivez comme des ninja programmeurs vos programmes le plus possible, c'est surtout de vous montrer comment est-ce qu'à l'intérieur de la MKL on fait pour aller vite. Hein. C'est juste pour vous montrer, voilà, c'est pas magique, voilà, on n'insistera jamais assez. Utilisez la MKL si vous pouvez ou TBB si vous pouvez. Mais voilà, là l'idée c'est de vous montrer ce qui se passe dedans. Et sur ma petite M2200, donc mon petit GPU que j'avais, donc avec deux petits exemples, donc ils sont en dessous des 5 minutes ou en dessous des 7 minutes, suivant si on utilise des temporaires ou pas des temporaires. Donc ça on aura le temps d'en reparler après. Donc j'ai fait mes calculs sur Must. Alors c'est pas tout à fait le même tableau que ce que je vous ai présenté ce matin, parce qu'à l'époque on avait des 3G 20 GB, donc des A100 coupés en deux, qu'on n'a plus parce qu'on a désactivé les mics dessus. C'est pour ça que maintenant on a plus de A100 en plus de A100 80 Go. Donc c'est pour ça que vous allez voir apparaître ces valeurs-là, mais en fait vous n'allez pas pouvoir faire les tests parce que du coup elles n'existent plus. Et typiquement, quand on regarde l'implémentation CUDA, parce que j'ai quand même commencé par du CUDA, donc on obtient ça, donc sachant que ce sont des performances, donc j'ai moyenné 100 tests de performance à chaque fois pour chaque histogramme, donc avec et sans temporaire. Bon, là, on voit qu'il y a clairement un problème de performance, enfin, tout le monde a l'air d'aller à peu près à la même vitesse, ce qui est quand même bizarre, et donc on se dit, bon, on va augmenter les calculs, donc on va calculer 68 000 images entre chaque, enfin, 68 000 étapes entre chaque image, et on va en sauvegarder que 5. Et là, on voit tout de suite quelque chose d'un petit peu plus raisonnable en termes de vitesse. Donc, bon, la P6000, bon, bah, désolé, mais elle n'est pas vraiment faite pour ça. La A100 gagne, la V100 juste après, et la 3G 20 GB, donc la A100 coupée en deux encore juste après. Donc ça, c'est plutôt attendu. On a des calculs qui tournent autour d'une minute. Et la photo finish, si on remultiplie par 10 tous les calculs, enfin le nombre de calculs qu'on veut faire, là on a la A100 à 10 minutes, la V100 à 15 minutes, la 3G 20 GB à 24, etc. Et donc c'est là qu'on commence à voir vraiment la puissance des cartes, parce que là pour le coup on est sûr qu'on les utilise très bien. En termes de performance, Adrien vous a présenté un petit peu Grafana tout à l'heure. Donc typiquement, voilà ce qui se passe là-dessus. Donc là, pour 3 400 000 images, l'avantage c'est qu'on a des calculs qui prennent à peu près 10 minutes sur une A100. Et là, ça se passe bien. Parce que pour le coup, euh,
Grafana, il va pas passer sa vie à remonter des informations et à les traiter. Généralement, il moyenne toutes les minutes, ou toutes les 2 minutes, ou toutes les 5 minutes. Et si vous avez un calcul qui dure 10 minutes, ça se passe bien. Si vous avez un calcul qui est un peu plus court, on va le voir, ça peut vous poser des petits problèmes. Donc là, typiquement, c'est la même chose, mais pour une V100. Donc là, vous voyez typiquement que j'ai lancé tous mes tests les uns à la suite des autres. Donc là, vous avez un test qui dure à peu près 1 minute. Et après, donc ça, c'est un test avec 340 000 images, et ça, c'est un test avec 3 400 000 images. Et vous voyez que là, en fait, il me dit que j'utilise le GPU à 60%. En fait, c'est pas vrai. Je m'en sers à 100%, mais je m'en sers pendant 1 minute. Et comme Grafana échantillonne toutes les minutes, bah, des fois, ça tombe pas bien, et ce cher Shannon Nyquist nous rattrape, comme dirait Vincent. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi quand vous échantillonnez vos performances, d'être sûr que l'échantillonnage est pertinent par rapport à la vitesse de votre programme. Et donc la même chose pour l'AP civil. Donc là, vous voyez que là, c'est les tout premiers tests avec 34 images intermédiaires. Là, 340, ça se passe bien. Et là, 3 400 000, ça se passe bien aussi en termes d'utilisation. On voit aussi, donc voilà. Donc ça, je vous l'ai déjà montré ce matin. Donc on va remettre une couche, il faut lancer suffisamment de threads pour utiliser les GPU efficacement. Si vous ne le faites pas, vous perdez un facteur 41 juste sur une licence, ce qui est quand même dommage. Et donc je vais vous montrer aussi donc, dans la partie GPU comment utiliser donc, le HPC SDK. Alors j'ai une introduction complète au HPC SDK, je ne vais pas vous la faire maintenant, ça serait trop long. Mais l'idée, globalement, c'est de se concentrer sur NVCC pour faire du CUDA, donc on va en faire un petit peu, et surtout NVC++, qui permet, avec C++17 et 20 et 23 et l'option ST départ, de tourner directement du C++ sur GPU. Ça, pour le coup, c'est intéressant, ça fait des choses, on va voir ça aussi ensemble cette semaine. Et donc là, donc l'idée, c'est on fait des calculs. Alors c'est que pour les compute capabilities supérieurs à 6. Donc la P6000, typiquement, tout ce qui est plus récent, ça fonctionne. Ça, c'est des choses qui ne se vendent pas trop là-dessus chez Nvidia, mais voilà. Donc ça veut dire que tout ce qui est K80, bah, c'est trop vieux, on ne peut pas s'en servir. Ma M2200, pareil, je ne pouvais pas m'en servir parce qu'elle n'était pas assez récente. On peut spécifier qu'une seule compute capabilities à la fois, alors que si vous faites du CUDA, NVCC, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, il va s'en sortir. Donc il y a des petites différences comme ça. Euh, j'aurais des choses à dire, mais je vais en parler mercredi. Et bon, TBB 2018, ça aussi, je vais vous montrer toutes enfin, que ce soit G++, que ce soit Clang ou que ce soit NVC++, quand vous leur demandez de faire du calcul parallèle sur CPU, ils utilisent tous TBB, donc qui est Threading Bounding Block, qui est la bibliothèque de parallélisation d'Intel. Ce qui est très rigolo, c'est que du coup, quand vous faites les tests de performance, vous avez tout le temps exactement la même perf, parce que c'est exactement le même soft qui est utilisé derrière. Mais bon, comme ça n'existe pas sur CentOS 7, donc sur les GPU qu'on a sur Must, on n'a pas TBB 2018. Donc, ça sera vraiment, les machines GPU, ça sera vraiment que pour faire du calcul GPU. Si vous essayez de faire de la parallélisation, il ne va pas être content parce que NVC++ veut TBB 2018, qui n'est pas installé sur les machines. Donc, en termes de résultats, donc là, quand on fait le calcul, bon, on se dit, c'est un peu bizarre quand même en termes d'IO. Là, il se passe un truc quand même. Là, donc, quand on fait des tests avec Time, typiquement, vous avez le temps réel, qui est le temps total, le temps système, qui est le temps passé à faire des appels système, et le temps utilisateur, qui est le temps où votre programme fait vraiment les calculs. Normalement, quand ça se passe bien, si vous additionnez le temps système et le temps utilisateur, vous devriez arriver à peu près au temps réel. Quand ce n'est pas le cas, c'est que typiquement, vous avez des latences, et les latences, c'est généralement de la faute des IO. Ce que vous disiez, Adrien, tout à l'heure, si votre programme il est coincé avec les IO, bah, finalement, vous ne pouvez pas forcément vous en sortir facilement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que si on multiplie le nombre de calculs qu'on fait et qu'on divise les IO, finalement, là, on retrouve quelque chose de plus raisonnable. Vous voyez que là, si je somme mon temps système et mon temps utilisateur, ça se passe bien, ça marche à la louche, on est plutôt pas mal. Donc là, a priori, on s'est débarrassé des IO. Le petit problème, c'est que si on regarde en termes de temps de calcul,
bon, on est en dessous de la minute. Donc là, pour, pour, pour Grafana, ça va être un petit peu compliqué. Donc si on a 3 400 000 images, là, ça va bien se passer. Là, on a plusieurs minutes. Et là, c'est pour ça que j'ai pu vous montrer des plots Grafana qui veulent dire quelque chose. Donc en parlant de Grafana, donc quand on regarde donc les petits tests que j'ai fait, donc vous avez au passage les tests de consommation. Donc ça permet de vous montrer qu'une A100, quand elle tourne à fond, elle consomme 240 watts. Et quand elle tourne pas, elle en consomme 38, ce qui est un scandale. Mais voilà, je le dis à chaque fois, je le dirai toujours, 38 watts quand on fait rien, c'est un scandale. Euh, et là, vous voyez que quand on fait du NVC++, en fait, l'utilisation de mémoire est complètement chaotique. Je vais vous montrer pourquoi mercredi. Alors que quand on fait du CUDA, ben, on alloue un temporaire, on s'en sert et point barre. Donc on a vraiment quelque chose qui est parfaitement constant. Et là, il se passe des choses. Je vous montrerai pourquoi mercredi. Sur une T4, ça se voit un peu moins. On sent qu'il bricole des trucs en termes de mémoire, mais ça se voit un petit peu moins. Et donc en termes de calcul, donc avec 34 000 images, si on regarde un petit peu ce qui se passe, euh, donc là on arrive donc notre V100. Si on compare les performances CUDA et les performances C++17, on voit que en C++17 NVC++, il est quand même plus rapide. En regardant mieux, on peut se dire, ouais, mais en fait, la partie user, en termes de vrai calcul, finalement, entre CUDA et C++17, elle est pas si différente que ça, finalement. Enfin, des fois, ça se passe, bon, des fois, ça se passe moins bien, souvent, ça se passe mieux. Le temps 6, c'est le temps système, c'est le temps des appels système, oui, donc c'est typiquement des appels, ouais, exactement, des appels système en général. Euh, et du coup, est-ce que je voulais en venir avec ça? Oui. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est que finalement, oui, c'est le temps système qui est vraiment optimisé par les appels NVC+, avec NVC++. Et ça, en fait, c'est tout ce qui est nombre d'appels au GPU directement. Donc, ça veut dire que en CUDA, je fais un peu trop d'appels par rapport à ce que lui arrive à faire avec toutes les fourberies qu'il arrive à faire que moi je fais pas en CUDA parce que ça serait trop compliqué. Donc finalement, c'est pas sur le calcul qu'on gagne vraiment, c'est sur le nombre d'appels système qu'on fait. Et c'est pour ça que le calcul à la fin est plus rapide. Le temps sur ton diagramme d'avant, le temps 6 il est plus élevé sur le 17. Oui, oui, des fois ça se passe mal, mais là on est avec peu de calcul par rapport aux IO, et si j'avance un petit peu et qu'on a beaucoup de calculs par rapport aux IO, là on voit que normalement c'est beaucoup plus net. Donc là on voit que la partie CUDA elle coûte un tout petit peu plus cher en termes de calcul que la partie C++17 avec NVC++. Mais par contre, en termes de nombre, le temps des appels système, on a quasiment un facteur 2,5 en moins, quoi. Donc pour le coup, c'est ça qui permet de gagner du temps. Ça me permet aussi de me consoler en me disant que mon implémentation CUDA n'était pas si moche que ça. C'est juste que les appels système, pour le coup, les optimiser en CUDA, c'est pas trivial. Et donc pour finir, parce que comme ça on n'est pas trop en retard, donc l'idée c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Donc on a le HPC SDK, donc on a le 21.9 et le 22.9. Alors on a le 22.9 qui est installé que sur une seule machine, mais vous avez le 21.9 de partout, sur tous les GPU, donc ça va vous permettre de jouer pas mal avec. Euh, c'est vraiment très simple à utiliser, j'espère vous convaincre de ça mercredi, mais pour le coup ça marche bien. Il n'y a pas besoin de linker explicitement. Il utilise automatiquement le CUDA Visible Devices, donc une variable d'environnement classique quand on fait du GPU avec CUDA, enfin avec NVIDIA en général. Il ne faut pas faire d'allocation statique, mais ça on reviendra là-dessus mercredi. Et il y a une petite chose quand même à dire importante, c'est que NVC++, comme je vous ai dit, c'est compute quality supérieur à 6. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de K80. Ce qui est dommage parce qu'une K80, c'est quand même, enfin même si c'est vieux, que ça a 10 ans maintenant, ça fait quand même des choses. Ça fait quand même pas mal de calculs. Et NVCC, il gère les compute cavities à 3.5, donc avec les versions 21.9 et 22.9. Et il n'y a pas de K80 en CUDA 12.
Donc là, il tue complètement les K80. Si vous avez le HPC SDK 23.5, donc moi j'ai typiquement sur mon ordi, j'ai le 22.9 et le 23.5. Sur le 23.5, on ne peut plus utiliser de K80 parce que c'est 3.7 les compute utilities. Donc l'idée c'est voilà, faites attention aussi en termes de binaires, essayez de vous renseigner, de garder ces binaires-là pour pas vous rendre compte qu'un jour, bah, finalement, votre GPU, vous pouvez plus s'en servir parce que le binaire Nvidia, en fait, il est passé à la trappe et ils se sont dit non, mais quand même, achetez des GPU récents. Et je vous remercie de votre attention. Voilà. NVIDIA, ils ont 3 douzaines de différents. Ça rentre. Alors, Nvidia, dans le HPC SDK, la dernière fois que je les ai comptés, il y en avait 34. Donc il y a PGI, il y a NVC++, il y a NVCC, il y a NVRTC, il y a à peu près tout l'alphabet, hein. Bah, ils sont, bah, moi j'en utilise 3 sur les 34. Je suis content qu'il y ait les 3. Ils ont toutes les options différentes. Oui, enfin tous. NVC++ et NVCC n'ont pas encore complètement fusionné, même si c'était le plan, enfin qu'ils ont annoncé en 2021, c'est pas encore tout à fait le cas. Mais globalement, c'est NVC++ pour faire du C++, c'est NVCC pour faire du CUDA, c'est NVRTC pour faire de la compilation just-in-time, et puis PGI pour des trucs, mais c'est plutôt assez vieux PGI, je m'en suis pas vraiment servi. Donc, pour le coup, Et là, tu te rends compte des besoins. des besoins que je n'ai pas. Donc du coup, je peux pas en parler. Je sais pas si tu l'as mentionné ou si j'ai pas compris, mais concrètement, ça change quoi d'utiliser plutôt C++ que CUDA? Je veux dire, à part la syntaxe. Alors, à part la syntaxe, en fait, il y a une chose merveilleuse qu'on n'a pas à gérer quand on fait du NVC++, c'est les transferts mémoire. Parce que pour le coup, quand tu fais du CUDA, tu es obligé de dire, je prends les données de mon host, je les colle sur mon device, je les récupère, je les renvoie, je les synchronise, machin. Quand on fait du NVC++, en fait, il se débrouille. Et c'est un bonheur de ne pas avoir à gérer ça. Et il se débrouille bien. Ah oui, 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 pour le coup, oui, oui, il se débrouille vraiment bien, c'est bluffant. On va faire des tests, justement, je vais vous montrer avec Nsight le détail de comment il fait pour faire tous ces accès. Vous allez voir, c'est assez fort. Pour le coup, c'est un truc de feignant qui marche très bien. NVC++, pour le coup. D'où ce cours, d'ailleurs.